Il aurait dû se figer. Il aurait dû abandonner. Mais lorsqu'ils l'ont trouvé enseveli sous la neige, le corps tremblant, une patte posée sur un petit objet, ils ont compris que ce n'était pas un chien ordinaire. C'était un soldat sans uniforme, un berger allemand qui n'avait pas mangé depuis des jours, qui saignait sous sa fourrure mais qui refusait de bouger, car sous sa poitrine respirait encore une petite vie. Et quand ils ont vu ce qu'il protégeait, ils ont crié. Ce qui suit est une histoire de loyauté, de survie et d'amour qui fait pleurer les anges. Avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez. Si vous croyez que même dans les endroits les plus froids, on peut trouver de la chaleur dans le cœur d'un chien, abonnez-vous, partagez cette histoire et rappelons au monde ce qu'est le vrai courage. Big Sky, Montana à altitude 2200 mètres, température de -12 degrés Celsius et en baisse. La tempête était arrivée 2 jours plus tôt, rugissant au-dessus de la chaîne de montagnes comme un train de marchandises chargé de glace. L'étroite route de service qui serpentait à travers le canyon de Gallatin était désormais à peine visible sous 15 cm de poudreuse fraîche, qui tombait encore davantage chaque minute. Les arbres craquaient sous le poids de la neige. Le monde était blanc et le silence régnait. Jusqu'au hurlement. Ce n'était pas le genre de hurlement qui réclamait de la compagnie. Il était fracturé, grave, de ceux qui grattaient la poitrine avant de s'élever. Le garde forestier adjoint Scott Dalton arrêta le camion et coupa le moteur au kilomètre 42. Dalton avait les épaules larges et la mâchoire carrée, le genre d'homme qui portait la tempête en lui et ne parlait que pour dire ce qui comptait. Sa veste polaire grise portait l'emblème du comté pour la faune, effacée par des années de patrouille. Il se pencha en avant sur le siège conducteur, plissant les yeux face à la tempête. À côté de lui, affalé sur le siège passager, était assis Eli Boone, un technicien de la faune sauvage d'une vingtaine d'années, à la silhouette filiforme, aux cheveux blonds hirsutes et aux mains agitées qui tapotaient son thermos. Il avait grandi dans un ranch et pouvait déchiffrer les traces des animaux comme des lignes dans un livre. Bien qu'intelligent et perçant, Eli était encore considéré comme un novice selon les critères de Dalton. Ce n'était pas un coyote, dit-il en se redressant. Dalton grogna. Non, c'était autre chose. Ils suivirent le bruit, s'éloignant péniblement de la route avec leurs raquettes, leurs lampes de poche traçant le tourbillon blanc. Le vent déchirait leurs manteaux et hurlait à travers les pins, mais le bruit résonna, plus près cette fois. Ce fut Eli qui remarqua la forme en premier, un monticule sombre près de la base d'une crête, partiellement enfouie. Là, dit-il, et il accéléra son mouvement. Lorsqu'ils l'atteignirent, la vue les arrêta tous deux. Un grand berger allemand, le corps recroquevillé, à moitié enfoui dans la neige, une patte tendue, protectrice, recouvrait une silhouette plus petite, blottie contre sa poitrine. Le pelage du gros chien était emmêlé de glace. Sa respiration était faible et lente. Ses yeux mi-clos, mais alertes. Lorsque Dalton se pencha en avant, le chien émit un grognement sourd et rauque non pas d'agressivité, mais de désespoir. La petite silhouette bougea. Un chiot, âgé de 4 ou 5 semaines peut-être, tremblant sous la protection du chien plus âgé. Sa fourrure était brun-roux, celle d'un croisé berger. Il gémit doucement, puis se figea. Dalton s'accroupit, la voix basse. « Doucement, mon garçon. On ne va pas te faire de mal. » Il retira son gant et tendit lentement la main. Le grand berger ne fit pas mine de mordre, se contentant de secouer l'oreille en signe de reconnaissance. « Jésus, murmura Eli. Il ment comme ça depuis des jours, n'est-ce pas? On dirait bien. Il n'osait pas encore les bouger. D'abord, la chaleur. Eli courut vers le camion tandis que Dalton restait derrière, déblayant lentement la neige autour des chiens. La tempête tourbillonnait plus haut sur la crête, le vent fouettant le pelage de Dalton et lui piquant les joues. Le nom du berger allemand était inconnu, mais quelque chose dans son regard disait qu'il les connaissait non pas comme des hommes, mais comme des rescapés. Pourtant, il ne bougea pas d'un pouce. Alors que la chaleur approchait, Eli revint avec une couverture thermique isolante et le matelas chauffant portable qu'il gardait dans le camion. « Il va falloir les charger lentement, dit-il, un à la fois. »« Ça ne marchera pas, dit Dalton,
les yeux rivés sur les chiens. Il ne quittera pas le chiot. Pas tant qu'il ne sera pas en sécurité. Ellie hésita, puis hocha légèrement la tête. Alors, on les portera ensemble. L'arrière du camion était exigu. Ils transformèrent le lit en espace de récupération temporaire, le tapissèrent de couverture, activèrent le tapis chauffant et installèrent les 2 chiens dans un coin. Le corps du berger s'enroula de nouveau autour du chiot, presque instinctivement. Il laissa échapper un léger soupir d'épuisement. Dalton ferma la benne et frappa le toit. On y va. Lorsqu'ils atteignirent la réserve faunique du comté, à la sortie de la ville, la neige s'était épaissie et formait un quasi-voile blanc. Attendant dans le petit garage, préparé grâce à l'appel radio, se trouvait le docteur Emily, 37 ans, grand et mince comme un saule, les yeux marron foncé et une mèche de cheveux blancs traversant sa queue de cheval auburn. Sa lourde veste verte était rapiécée au coude, et ses mains gantées gesticulaient avec un calme clinique. Emily avait autrefois dirigé une unité de sauvetage animalier en Arizona avant de retourner dans sa ville natale pour prendre soin de son père malade. Depuis sa mort 2 hivers auparavant, elle y était restée, trouvant du réconfort dans le calme des montagnes et la compagnie des blessés. Quand elle vit le berger, son souffle se coupa. « Oh mon Dieu !» Elle s'accroupit aussitôt et lui passa doucement la main sur la tête. « Il le protège toujours », pensa-t-elle. Dalton hocha la tête. Il ne bougeait pas, même figé. Ils ont transféré les 2 chiens en salle d'examen. À l'intérieur, Emily a travaillé rapidement, elle a placé des coussins chauffants sous le chiot et vérifié ses constantes. Mal, a-t-elle dit. 5 semaines. Déshydraté, limite hypothermie, aucune fracture visible, pas de médaille. Son assistant, Raymond Lee, un étudiant à la voix douce, aux yeux écarquillés et au visage rond, nettoya délicatement les pattes du berger. Il a les coussinets déchirés, les côtes meurtries, de vieilles lacérations, mais ce n'est pas récent. La main d'Emily se figea sur le cou du chien. Attends. Il y a quelque chose sous son collier. Elle tira doucement et trouva une minuscule bande de métal, à peine lisible. 2 mots y étaient gravés, protège-le. Personne ne parla. Ellie rompit enfin le silence. Et maintenant? Emily baissa les yeux vers le berger, qui la regardait avec des yeux d'ambre inflexibles. Elle lui toucha la joue. Maintenant, écoutons ce qu'il essaie de nous dire. La neige s'était épaissie, passant d'averse à une cascade blanche incessante. Lorsque l'adjoint Dalton, Ellie et Emily eurent installé les 2 chiens dans la benne du camion, la visibilité était tombée à moins de 6 mètres. La route qui ramenait en ville, déjà dangereuse, était maintenant ensevelie sous les congères et le verglas. Même avec des chaînes sur les pneus, dit Dalton, je ne risque pas ces virages sinueux avec cette tempête. On ne va nulle part ce soir. Emily regarda le GPS du tableau de bord et le vide glacé à l'extérieur du pare-brise. Il y a une cabine de service à environ 1,5 km. C'est hors route, mais elle est bien équipée. Ce sera plus sûr que d'essayer de la traverser. Ils acceptèrent sans plus tarder. Dalton fit avancer le camion, les pneus crissant dans la neige tandis que le chauffage soufflait de l'air chaud dans la cabine. À l'arrière, enveloppé dans des couvertures thermiques, Ranger et le chiot étaient allongés côte à côte sur le matelas chauffant portatif. Le chien le plus âgé n'avait pas bougé depuis qu'il y avait été placé, il n'ouvrait les yeux que brièvement lorsque le vent secouait le châssis du camion, comme pour évaluer le danger. Le chiot, plus petit qu'un chat de ferme, s'était blotti contre son torse. Lorsqu'ils atteignirent la cabane du garde forestier, le monde extérieur s'était assombri d'un bleu fantomatique. Le vent hurlait à travers les vitres tandis que Dalton faisait marche arrière avec le camion pour entrer dans la cabane inclinée. C'était une structure en bois de plain-pied avec un toit en tôle incliné, dont les murs étaient recouverts de décennies de sève de pin et de vent. La cheminée était abandonnée depuis longtemps, mais un système de batterie solaire maintenait une lumière de secours allumée au-dessus de la porte. À l'intérieur, la température oscillait juste au-dessus de 0. Ellie se précipita pour brancher le chauffage d'appoint pendant que Dalton récupérait les provisions du camion. Emily le suivit avec la cage contenant les 2 chiens,
la plaçant délicatement près du serpentin du chauffage. « Je vais préparer la perfusion portable pour les fluides, dit-elle en ouvrant sa trousse de secours. Ses mains se déplaçaient machinalement, mais ses yeux ne quittaient pas le berger. Il est encore alerte, mais à peine. Ellie se pencha sur le coffre de rangement de la cabine et en sortit une bouteille thermos cabossée et plusieurs compresses chauffantes. Toujours rien à la radio, impossible d'appeler l'évacuation ce soir. Émilie s'agenouilla près du chiot. Elle lui souleva doucement la tête, examina ses gencives, puis passa sa main le long de sa colonne vertébrale. Déshydraté, mais pas affamé. Quelqu'un le nourrissait, du moins jusqu'à récemment. Elle marqua une pause. Attends. Ellie s'approcha. Émilie souleva à nouveau le chiot et le tourna doucement vers la lumière de la lanterne. Juste sous la patte avant gauche, cachée sous une épaisse fourrure, se trouvait une légère cicatrice non pas due à un accident, mais nette et chirurgicale. Ses sourcils se froncèrent tandis qu'elle fouillait dans sa poche et en sortait une lampe stylo. « J'ai déjà vu ça, » murmura-t-elle. Dalton releva la tête tandis qu'Émilie expirait lentement. « D'ici, cette cicatrice, c'est moi qui l'ai fait. » Elle se leva, se dirigea vers sa trousse de vétérinaire et en sortit un journal en cuir patiné. Elle feuilleta des pages bordées de notes de cas, de croquis et de minuscules tampons d'empreintes de pattes. Finalement, elle atterrit sur une page datée d'il y a 7 semaines, chiot croisé berger allemand, mâle, âgé d'environ 3 semaines, traité pour une légère déshydratation et une dermatite aux puces, sans médaille, amené anonymement, laissé toute la nuit dans une cage, mais aucune trace de sortie. Le service s'est terminé à 3 heures du matin. Munie d'un tournevis plat, d'une lampe de poche et d'une décision qui, elle le savait, la ferait suspendre si quelqu'un la prenait, elle a forcé le loquet. Il a grincé comme s'il n'avait pas été touché depuis des années. À l'intérieur se trouvait un vide sanitaire. Jessie est précipitée sans hésiter. « Je suppose que nous allons y aller, » murmura-t-elle, le cœur battant. L'espace était exigu. La poussière lui piquait le nez. Ça sentait la moisissure, le cuivre et quelque chose de pire encore, une odeur de renfermé, comme du vieux linge et du temps oublié. J'ai ouvert la marche. Au bout d'environ 5 mètres, ils débouchèrent dans un couloir de service arrière, abandonné. La moitié des ampoules du plafond étaient mortes. Des toiles d'araignée pendaient comme des rideaux. Le sol portait des traces de frottement, comme si quelqu'un avait été traîné. Mallory contourna un brancard effondré et leva les yeux vers un panneau délavé accroché au mur, salle d'observation. Soyez patient. Accès restreint. Jay s'arrêta net au milieu du couloir, devant une porte dont l'étiquette était rayée, chambre 207 accès OBS. La porte était entr'ouverte. Les doigts de Mallory flottaient au-dessus de son étui. Elle le poussa lentement. Le grincement fut plus fort que n'importe quelle porte ne le devrait. La pièce était sombre au plus sombre qu'elle n'aurait dû l'être. De la poussière flottait dans le faisceau de sa lampe torche. Le sol était carrelé, taché, irrégulier. Au fond de la pièce se dressait un miroir immense, presque aussi grand qu'un petit écran de cinéma. Il était fissuré dans un coin et recouvert d'une fine couche de poussière. Jay ne bougea pas. Mallory s'avança. Sous le miroir, juste en dessous de son centre, quelqu'un avait gravé des mots sur le mur. Elle se pencha avec sa lampe torche. C'était difficile à distinguer, mais après quelques coups de manche, les mots devinrent visibles. Ils ont dit la vérité. Ils l'ont fait taire. Sa bouche s'assécha. Jay s'assit à côté d'elle, silencieuse, regardant le miroir. Puis, l'espace d'une seconde, elle crut apercevoir quelque chose ou une lueur, non pas dans la pièce, mais dans le reflet. Une ombre, disparut aussi vite. Elle pivota sur elle-même à rien. Jay a commencé à gémir. Plus tard ce matin-là, Mallory était assise dans sa voiture devant l'hôpital et repensait à tout ce qu'elle avait vu. La chambre 207 n'avait jamais été fermée pour cause d'amiante. Elle avait servi à autre chose, quelque chose qu'il ne voulait pas rendre public. Le miroir renforcé, le couloir secret, le silence des archives, tout cela indiquait quelque chose de plus grave.
Mais quoi? Il y a une semaine, elle aurait trouvé ça fou. Maintenant, elle ne savait plus quoi croire. Elle a appelé un ami à la retraite, Franck, un ancien détective qui travaillait désormais à temps partiel au collège local. Avez-vous déjà entendu parler d'études non officielles sur des patients à Saint-Vincent, a-t-elle demandé. Il y eut un silence. Tu veux dire, comme le MK-Ultra? Cet endroit me fait froid dans le dos. Je suis sérieux. J'ai trouvé une chambre avec un miroir sans teint dans l'aile psychiatrique. Ce n'est pas le protocole d'une observation psychiatrique, dit-il en changeant de ton. C'est pour un interrogatoire, voire pire. Pire? Test de comportement. Observez-les se briser. Enregistrez leurs réactions. Puis enterrez-les. Mallory sentit son estomac se nouer. Elle fouilla plus profondément dans les rapports internes de l'hôpital. La plupart étaient sans erreur, mais un dossier datant d'avril 2009 se démarquait. Classé sous la rubrique « Incident sorti du patient non résolu », le nom du patient était masqué, mais le résumé indiquait. L'individu est sorti de l'unité de soins par un couloir non autorisé. Vu pour la dernière fois dans le couloir 207B. Recherches infructueuses. Présumé fugueur. Aucun acte criminel n'a été constaté. C'était fini. Pas de suivi, pas d'affaire close, aucune trace de contact familial. Un être humain a disparu et personne ne s'en est soucié. Cette nuit-là, j'ai refusé d'emprunter un autre couloir. Il entraîna Mallory droit devant la porte du miroir. Lorsqu'elle tenta de l'éloigner, il grogna non pas contre elle, mais contre le miroir lui-même. Elle regarda son propre reflet derrière elle, rien mais sa peau la picota. J'ai aboya fort et soudain, et les lumières de l'hôpital vacillèrent à nouveau. Le lendemain, Mallory se rendit chez une infirmière à la retraite qui travaillait à l'aile ouest. Elle s'appelait Margaret Trenton. Elle vivait seule désormais, une vie tranquille. Lorsque Mallory mentionna la chambre 207, le visage de Margaret changea complètement. Cette pièce aurait dû être brûlée, dit-elle catégoriquement. Que s'est-il passé là-dedans, demanda Mallory. Je ne sais pas tout, répondit Margaret. Mais il y avait une fille, une adolescente. Sa voix était douce. Elle voyait des choses à travers la vitre. Elle disait qu'elle avait essayé de le dire à quelqu'un. Comment s'appelait-elle? Margaret déglutit difficilement. Kayla. Kayla Monroe? Margaret regarda Mallory dans les yeux et dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Chérie, elle a disparu. Il y a une différence entre être curieux et creuser trop profond. Mallory le savait. Elle n'était pas une jeune recrue en herbe cherchant à déjouer un complot. Elle voulait juste la vérité ou pour elle-même, et maintenant un nom, Kayla Monroe, une adolescente disparue de Saint-Vincent en 2009. Pas de documents officiels, pas de dossier de personnes disparues dans les archives publiques, pas de nécrologie, juste des murmures, quelques visages à moitié oubliés et une porte éraflée, scellée derrière une cloison sèche. Et cette pièce, celle que je n'arrêtais pas de gratter, commençait à ressembler moins à un endroit qu'à une blessure que quelqu'un ne voulait pas rouvrir. Le lendemain soir, Mallory était assise dans sa voiture de patrouille devant l'hôpital, feuilletant une pile de photocopies des archives du journal local. Il n'y avait qu'une seule mention de Kayla Monroe dans toute la presse du comté, une jeune fille à risque de 17 ans transférée d'un établissement pour mineurs à l'hôpital psychiatrique de Saint-Vincent pour évaluation et hospitalisation temporaire le 3 avril 2009, la même semaine où l'hôpital a scellé la chambre 207. Et d'un seul coup, pas de suivi, pas de notification de sortie, pas de photo. C'était comme si la jeune fille n'avait jamais existé. À l'intérieur de l'hôpital, tout semblait normal, lumière vive, sol froid, drap blanchi, infirmière en blouse bleu marine discutant des résultats de baseball et des sorties à la crèche. Mais Jay se fichait de la normalité. Il entraîna Mallory droit vers le couloir fermé. La chambre 207 était toujours fermée à clé, toujours silencieuse. Mais quelqu'un était passé par là. Les traces de frottement fraîche sur le sol le lui disaient, quelqu'un d'autre savait. En écartant la neige,
ils ont révélé une plus grande partie du sol, une série de rayures parallèles, longues et erratiques, comme des griffes cherchant à s'échapper. Ce n'est pas un refuge, dit doucement Émilie. C'était un entrepôt, se redressa Dalton. Et Ranger était là. Ils sortirent du bâtiment et continuèrent leur exploration du terrain, vers le bord de la propriété, au-delà de la dernière ligne de clôture effondrée. Par ici, cria à nouveau Ellie. Ils le rejoignirent au pied d'un arbre où il brandissait un crochet métallique, à moitié enfoui dans la terre, attaché à une corde effilochée. Non loin de là, une vieille cage de transport gisait sur le flanc, brisée, ses charnières brisées. Il y a eu une bagarre, a raconté Ellie. Et quelqu'un ne voulait pas qu'on les retrouve. Le téléphone d'Émilie vibra dans la poche de son manteau. Un SMS provenant d'un numéro inconnu disait « Reste en dehors de ça. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. » Elle le montra à Dalton. Il fixa le téléphone, la mâchoire serrée. On dirait que quelqu'un a peur qu'on retrouve le reste dans le camion. Émilie s'assit à côté de Ranger, la main posée délicatement sur son dos. « Tu t'es échappé, dit-elle doucement. Tu as sauvé le chiot. Tu nous as amenés ici. » Le berger ne bougea pas, mais elle pouvait sentir la tension dans ses épaules, l'empressement, le fardeau qu'il avait été entraîné à porter. Pas seulement un chien de sauvetage, ajouta-t-elle en réfléchissant à voix haute, un chien de thérapie. Peut-être même plus. C'est pour ça qu'il était dans ce complexe. Ellie se retourna du siège avant. Comment le sais-tu? Émilie fouilla dans son sac et en sortit un vieux dépliant plastifié, froissé et plié après des années passées dans son équipement de terrain. Au recto se trouvait la photo d'un berger allemand en gilet bleu à côté d'un jeune garçon en fauteuil roulant. La légende disait, des partenaires thérapeutiques qui créent de l'espoir. Elle plaça le dépliant à côté de Ranger. C'est toi, n'est-ce pas? Le chien ferma les yeux et, pour la première fois, émit un son, non pas un grognement ni un gémissement, mais un souffle long et régulier, comme une délivrance. Le vent s'était calmé, laissant la forêt immobile et lourde. Les branches des arbres s'affaissaient sous la neige fraîche, et chaque respiration de l'équipe formait des nuages. Émilie marchait légèrement devant les autres, ses bottes craquant doucement tandis qu'il descendait la pente depuis les ruines de Sable Ridge. Ranger marchait à ses côtés, boitant mais insistant, il refusait de se reposer depuis leur départ du site, et son pas s'accélérait à chaque pas. Il jetait sans cesse des coups d'œil à sa gauche, vers la pente profonde d'un ravin qui se séparait de l'ancien sentier. Dalton le rattrapa, son fusil en bandoulière non pas par menace, mais par précaution. « Où nous emmène-t-il maintenant » demanda-t-il, son souffle embu en l'air. Ellie ne répondit pas, il n'en avait pas besoin. Il le voyait dans les mouvements de Ranger, oreilles dressées, tête basse, nez fendant l'air comme si le souvenir lui-même avait une odeur. Elle sentit sa poitrine se serrer, Ranger ne se contentait pas de pister, il revivait quelque chose. Ils arrivèrent à une éclaircie dans la lisière des arbres, là où la neige s'épaississait. Soudain, Ranger s'arrêta et leva les yeux vers eux, une patte levée, puis il aboya un seul aboiement, aigu et pressant. Ellie arriva le dernier, tenant une radio portable qui avait enfin capté un signal faible. Toujours pas de réponse, marmonna-t-il, mais sa voix s'éteignit en voyant où il se trouvait. Le sol descendait en pente douce, menant à ce qui ressemblait à un talus enneigé. Une bande de route était à peine visible en dessous, et quelque chose de métallique brillait sous le blanc. Ils descendirent prudemment. La neige croûtée craquait sous leurs pas. Au pied se trouvait le toit à moitié enterré d'un SUV argenté. La neige avait recouvert la majeure partie du véhicule, mais un rétroviseur latéral dépassait, fissuré et givré. Émilie atteignit le côté conducteur et enleva la neige de la vitre avec sa manche. À l'intérieur, l'obscurité, puis le contour d'un visage, toujours figé au celui d'une femme, le souffle coupé. « Il y a quelqu'un à l'intérieur, dit-elle. » Dalton ouvrit la portière conducteur tandis qu'Ellie se dirigeait vers le passager. L'air froid qui s'engouffrait était âcre, chargé d'odeurs de vieux plastique, d'essence et de quelque chose de plus léger, comme de la laine mouillée et du lait. À l'intérieur, la femme était assise, affalée, le visage pâle et bleu, les mains toujours crispées sur le volant.
Elle ne devait pas avoir plus de 30 ans, une brune aux traits délicats, le visage marqué par un désespoir silencieux, même dans la mort. Elle est là depuis des jours, dit Émilie d'une voix brisée. Derrière elle, Ellie ouvrit la banquette arrière et trouva un sac allongé en toile. Il le dézippa et en sortit un biberon de lait en poudre, un paquet de lait maternisé et, bien emballé dans un sac Ziploc, une petite couverture pour bébé ornée d'empreintes de pattes. Elle voyageait avec le chiot, murmura-t-il. Elle lui apportait des provisions. Dalton recula, scrutant la scène dans son intégralité. La neige recouvrait la voiture, personne ne savait qu'elle était là. Ranger émit un son bas, mi-sifflement, et se dirigea vers l'arrière du véhicule. Là, sous une crête de neige et de glace, se trouvait un téléphone portable, écran fissuré, batterie à plat, mais l'autocollant de l'étui était effacé, adopté, n'achetez pas. Ils l'ont ramené au camion et l'ont branché sur le chargeur d'Ellie. L'écran s'est faiblement éclairé, et après plusieurs tentatives infructueuses, Émilie a deviné le code, 1102 l'anniversaire d'un enfant. Le téléphone est déverrouillé. Il y avait des messages. Le dernier message sortant, figé dans la boîte d'envoi, disait « Il a pris les autres chiens. Je vais retrouver Milo. Si je ne reviens pas, dis à quelqu'un qu'il s'appelle Ranger. Ce n'est pas seulement un chien, il est dressé. Il le protégera. » La main d'Émilie tremblait en ouvrant la galerie de photos. La dernière image avait été prise quelques jours plus tôt, la femme souriante devant le SUV, tenant le chiot brun plus petit que lui maintenant enveloppé dans la même couverture qu'Ellie avait trouvée. À l'arrière-plan, Ranger se tenait sur le qui-vive, les oreilles en avant, sans collier ni gilet. « Elle s'appelle Cassie », dit doucement Émilie. « Cassie Monroe. Je la reconnais maintenant. Elle a recueilli des chiens errants il y a 2 ans, pendant les inondations printanières où elle était gentille et parlait doucement. Elle avait toujours voulu être famille d'accueil, mais n'en avait pas les moyens. Je crois. Je pense qu'elle l'a finalement fait, conclut Ellie. Il se pencha par-dessus son épaule. Elle a dit qu'il avait pris les autres chiens. Ça doit être son ex. Dalton hocha la tête d'un air sombre. Et s'il est lié à Sable Ridge, alors elle a probablement découvert ce qu'il faisait et s'est enfuie. Émilie regarda Ranger. Il se tourna vers eux, puis lentement comme si l'instant méritait un peu de révérence, il s'allongea près de la couverture. Sa queue ne remuait pas, mais ses yeux s'adoucirent et il les ferma. Ils retournèrent à la réserve naturelle en silence. La neige s'était réduite à un léger murmure, mais le ciel restait bas et gris. Les routes avaient été déneigées juste assez pour permettre une lente descente vers la ville, où le bureau principal se dressait dans un bosquet de sapins, tel une sentinelle. Ranger était tranquillement allongé à l'arrière du camion, à côté du chiot, qui remuait désormais plus régulièrement, sa respiration devenant plus forte d'heure en heure. Émilie était assise sur le siège passager, le téléphone de Cassie dans la poche de son manteau, ses doigts le caressant distraitement comme pour réchauffer quelque chose de bien plus froid que du verre. Ils arrivèrent à la gare en fin d'après-midi. Alors que Dalton s'arrêtait, ils remarquèrent un SUV noir qui attendait déjà dehors. Un homme se tenait à côté grand et mince, vêtu d'un manteau sur mesure bien trop léger pour le temps, tenant un classeur en papier craft dans ses mains gantées. Émilie se tendit aussitôt. « Mais qui est-ce » Ellie descendit du camion. On dirait qu'il attend depuis un moment. L'homme s'approcha d'un pas calme et déterminé. Il s'appelait Victor Quint, la quarantaine, le teint mat, les cheveux noirs parsemés de gris sur les tempes, les yeux si clairs qu'ils paraissaient incolores. Il portait des lunettes à monture métallique et se tenait avec un air de civilité éprouvé. « Docteur Hay » salua-t-il Émilie en lui tendant le dossier. « Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. » Dalton s'interposa entre eux. « Expliquez votre situation. » Victor esquissa un léger sourire. « Je représente un service privé de sauvetage canin sous contrat avec un organisme de sauvetage désaffecté de Missoula. Le berger allemand que vous hébergez faisait partie d'un programme thérapeutique expérimental et a été signalé disparu. J'ai apporté les documents de sauvetage et l'autorisation de réacquisition. » Émilie prit le dossier et le feuilleta.
Les documents semblaient officiels dactylographiés, tamponnés, et même notariés, mais quelque chose la serrait. Où est ton permis de transport transfrontalier? Et qui t'a engagé exactement? Le sourire de Victor ne faiblit pas, malheureusement, l'organisation a été absorbée par une entité privée avant la fin du procès. Je ne suis pas autorisé à divulguer leur nom. C'est pratique, marmonna Dalton. Ranger se mit à grogner, d'abord bas, puis plus fort, la gorge rauque, tandis qu'il se levait et descendait du plateau du camion, se positionnant devant le chiot. Son corps se raidit, ses oreilles dressées, ses dents découvertes. Ce n'était pas de la peur, c'était de la fureur. Les yeux de Victor se posèrent sur le chien. Il se souvient. Émilie recula, agrippant le collier à deux mains. Elle s'accroupit à côté de Ranger, une main glissant doucement sous le cuir, là où il rejoignait la fourrure, effleurant l'étiquette. Un objet pointu lui piqua le pouce. Une puce, murmura-t-elle. Ellie apparut à côté d'elle, tenant le scanner portable depuis l'intérieur de la station. Émilie le tint au-dessus de la base du collier, un léger bip retentit. L'écran s'illumina. VTR 2410. Enregistré, programme de réadaptation thérapeutique Valor. Statut, terminé. Gestionnaire, abandonné. Garde, non attribué. Dalton se pencha par-dessus son épaule. Non assigné ne dit pas Caïn. Émilie se tourna vers Victor. D'après ce que j'ai lu, il n'a pas de propriétaire répertorié. La voix de Victor se calma. Tu ne comprends pas ce qu'est ce chien. Ce n'est pas un animal de compagnie. C'est une propriété, il a été élevé, dressé et entretenu grâce à des fonds privés. C'est un bien contrôlé. Ranger grogna. Émilie se leva et s'interposa entre eux. C'est un être vivant, et à en juger par ses cicatrices et son comportement, il a été maltraité. Cette puce prouve seulement qu'il a été abandonné. L'expression de Victor s'assombrit. Vous perturbez le protocole de récupération, c'est une violation. Dalton leva la main. Ça suffit. Tu peux prendre ton protocole et partir. Le chien reste. Victor ouvrit la bouche pour protester lorsqu'un autre véhicule entra sur le parking, un SUV blanc marqué Division du bien-être animal du comté de Gallatin. La femme qui sortit avait la cinquantaine, les épaules larges et une expression posée. Elle s'appelait Sarah Kendrick, nouvelle responsable régionale de l'aide sociale. Elle portait une épaisse veste de travail, un pantalon kaki et de lourdes bottes de neige. Ses cheveux blond-gris étaient tirés en arrière en un chignon fonctionnel, et son expression était indéchiffrable. Stricte mais juste, sa réputation s'était forgée en révélant des abus dans un zoo privé de l'Idaho 5 ans plus tôt, un événement qui avait renforcé sa position sur la possession privée d'animaux. Elle jeta un coup d'œil à la scène, le chien qui grondait, le dossier dans les mains de Victor, la posture prudente des autres. J'ai reçu un appel, dit-elle à Dalton. Quelqu'un a signalé une infraction au code de la route impliquant un manutentionnaire sans permis. Ce serait lui, dit Dalton sans broncher. Victor s'avança, l'irritation à peine masquée. Officier Kendrick, je vous assure que j'agis dans les limites de mes capacités de récupération. Sarah leva la main, parcourant déjà le dossier qu'il lui tendait. Ces documents ne sont pas valables dans ce comté, et ce programme, elle tapota l'en-tête, a été fermé. Je sais. J'ai contribué à la rédaction du rapport final. Victor serra les dents. Sarah se tourna vers Émilie. Docteur Hay, vous êtes en possession d'un animal pucé provenant d'une agence disparue. La loi actuelle stipule que la garde revient aux autorités locales pour réévaluation si l'animal est stable et non dangereux. Vous pouvez procéder au placement ou à la prise en charge prolongée. Émilie hocha la tête. Compris. Sarah hocha brièvement la tête et s'approcha de Ranger, accroupie. Tu te souviens de moi, demanda-t-elle doucement. Tu étais sur le site de Missoula, n'est-ce pas? Tu étais plus calme à l'époque. Ranger ne grogna pas. Il baissa lentement la tête, comme s'il reconnaissait son odeur. Sarah se pencha et caressa doucement son dos,
s'arrêtant sur l'une des cicatrices en voie de guérison. Sa voix était douce, « Personne ne te reprendra. » Pas comme ça. Victor expira brusquement. Ce n'est pas fini. Sarah se redressa. C'est aujourd'hui. Partez. Victor hésita, mais avec 3 témoins, un véhicule de la police et un chien toujours prêt à défendre le chiot derrière lui, il fit demi-tour et marcha d'un pas rapide vers son SUV. Le gravier crissa sous ses bottes tandis qu'il démarrait, les pneus patinant légèrement dans la neige tassée. Dalton le regarda partir. Il reviendra. Sarah regarda Émilie. Moi aussi, pour déposer le dossier de transfert officiel. Ranger se détendit, s'installant enfin dans la neige, les yeux rivés sur le chiot. Émilie les recouvrit tous les deux d'une couverture et murmura, « Ce n'est plus une propriété. Plus maintenant. » 2 jours s'étaient écoulés depuis que Victor Quint était parti en silence, et les nuages d'orage qui planaient sur Big Sky depuis une semaine laissaient enfin place au soleil. La neige persistait sur les toits et les bords des routes, mais l'air était plus léger maintenant, vif, pur et sans menace. À la réserve animalière, Ranger était allongé près de l'accueil sur une épaisse couverture polaire bleu marine. Le petit chiot brun était blotti contre lui, plus alerte, mâchonnant maladroitement une peluche qu'Émilie avait apportée de sa clinique. Ranger l'observait avec une attention silencieuse, sa respiration régulière et ses oreilles frémissant à chaque mouvement. Dans le bureau, l'atmosphère était passée de tendue à concentrée. Émilie, assise à son bureau, parcourait des dossiers numérisés, des coupures de journaux et des courriels archivés. Un journaliste local avait appelé à plusieurs reprises pour une interview sur le « chien des neiges au cœur de soldat », mais Émilie avait poliment décliné à chaque fois. Elle n'était pas prête à rendre cette histoire publique, du moins pas encore. L'adjoint Scott Dalton s'appuya contre la porte, les bras croisés. « Vous savez que le shérif va vouloir faire une déclaration. »« Je sais, » répondit Émilie. « Mais mettons les choses au clair d'abord. » Ce matin-là, le bureau du shérif avait reçu un rapport de l'inspecteur Marcus Haye, un enquêteur d'âge mûr du bureau du shérif du comté de Gallatin. Marcus était grand, buriné, vêtu de plusieurs couches de flanelle marron et de jean, inchangé depuis 20 ans. Il était connu pour sa vivacité, sa patience et son insensibilité aux flatteries, surtout lorsqu'il s'agissait de maltraitance animale. Lui-même amoureux des chiens, Marcus avait été suspendu pour avoir adopté une unité canine sans autorisation. Marcus entra dans le bureau, retira ses gants et les glissa dans sa ceinture. « J'ai suivi Quint », dit-il en tendant un dossier à Émilie. Son vrai nom est Victor Léo. Il l'a changé après une inculpation sous scellé il y a 10 ans dans l'Oregon, négligence et reproduction non autorisée dans le cadre d'un programme de recherche comportementale. L'affaire n'a jamais été portée devant le tribunal, les victimes étaient toutes des animaux. Émilie sentit ses mains se crisper. Ce n'est donc pas seulement un opportuniste, c'est un récidiviste. Exactement, poursuivit Marcus. Et écoutez bien, ce chiot, on a fait correspondre son ADN à des poils trouvés dans l'appartement de Cassie Monroe. C'est bien le sien, c'est confirmé. Mais la puce de Ranger confirme qu'il a été transféré il y a des mois grâce à des documents frauduleux, ce qui en fait un vol. Dalton est intervenu. Nous avons donc officiellement affaire à 2 victimes et à un suspect avec un passé. Et un réseau potentiel de trafic d'êtres humains opérant sous couvert de formation thérapeutique, ajouta Marcus. J'ai déjà transmis le dossier au procureur. Émilie regarda Ranger. Il a gardé ce chiot en vie dans un blizzard. Il l'a protégé, affamé pour lui, saigné pour lui, tout en fuyant quelqu'un qui essayait de le revendiquer. Ça fait de lui plus qu'une victime. Marcus a dit, cela fait de lui un témoin. Émilie cligna des yeux. Légalement, un chien peut-il être témoin? Marcus eut un sourire narquois. Pas au sens traditionnel du terme, mais son état physique, les données GPS, les images récupérées, tout indique que son expérience directe est cruciale. Cela le rend intouchable pour des individus comme Cain. Cet après-midi-là, Sarah Kendrick revint. Elle entra au poste avec son énergie débordante, bloc-notes à la main, le souffle embué dans l'air hivernal.
Sa présence faisait toujours penser au coup de marteau d'un juge, discret mais définitif. J'ai rempli les documents de transfert, annonça TL. Ranger est désormais officiellement sous la protection de la division de la protection animale du comté de Gallatin, ce qui signifie que personne ne peut le toucher sans un contrôle judiciaire. Elle s'agenouilla près de Ranger, caressant son dos d'une main experte. Tu as bien fait, mon vieux. Émilie se tourna vers elle. Que se passe-t-il ensuite? Sarah se leva. On rassemble les preuves, le rapport sur Sable Ridge, les photos du complexe, les messages de Cassie Monroe, le véhicule, le téléphone portable, les dossiers que vous avez trouvés. Qu'un ne le sait pas encore, mais les murs se referment déjà. Dalton se dirigea vers le comptoir, où le journal local, The Gallatin Sentinel, avait laissé un exemplaire. Le titre en première page était « Monsieur Shepherd sauve un chiot dans la tempête, un héros en fourrure ». Dommage que la véritable histoire soit plus sombre qu'il ne le pense, marmonna-t-il. Sarah pencha la tête. Parfois, l'obscurité fait ressortir davantage la lumière. Avant de partir, Sarah a remis à Émilie une mise à jour de l'enregistrement de sa puce électronique. J'ai ajouté ton nom comme co-tuteur. Émilie cligna des yeux. Quoi? Tu l'as mérité, lui aussi. Plus tard dans la soirée, une petite cérémonie eut lieu discrètement à la mairie, pas de caméra, pas de journalistes, juste quelques personnes importantes. Ranger se tenait à quatre pattes, la tête haute, coiffée d'un simple collier bleu. Émilie tenait le chiot désormais nommé H, diminutif d'Ashwood, là où il avait été trouvé bien au chaud dans une couverture grise. Le shérif Lam, un homme bourrumé à la voix douce, issu de l'armée et passionné par les chiens de travail, a remis à Émilie un certificat encadré sur lequel était écrit « Pour loyauté et courage exceptionnel, Ranger au comté de Gallatin ». Il baissa les yeux vers le chien. « Tu nous rappelles à tous ce qu'est le courage. » Ranger pencha la tête. La pièce resta silencieuse un instant, puis H aboya un seul son, un son faible et aigu. Ranger se tourna vers lui, toucha doucement son nez, puis s'assit. Le printemps arriva tard à Big Sky cette année-là. La neige recouvrait encore le versant ombragé des collines, et le vent portait la morsure de l'hiver, même si les crocus perçaient le sol dégelé. La réserve naturelle avait subi quelques changements, certes mineurs mais significatifs, les fenêtres arboraient désormais des autocollants colorés en forme d'empreintes de pattes, et un panneau en bois peint à la main au-dessus du bâtiment annexe indiquait « Refuge Hollow Creek pour les perdus et les fidèles ». Émilie se tenait sur le chemin de gravier qui menait à la grange transformée. Elle portait sa veste de campagne habituelle sur un jean délavé, ses cheveux auburn tressés en une tresse lâche. Ses bottes étaient boueuses, mais ses yeux brillaient. Depuis le sauvetage de Ranger et le procès qui avait suivi, elle avait mis à profit son expérience vétérinaire et le soutien croissant du comté pour ouvrir un petit refuge de réhabilitation pour chiens de travail abandonnés. Il n'y avait que 6 enclos dans une cour de récréation commune, mais l'endroit semblait déjà vivant. Ranger n'était plus impatient, il était membre du personnel. Le berger allemand avait repris une bonne partie de son poids, et même si une patte présentait encore une légère boiterie due à une ancienne blessure au tendon, son regard s'était affiné. Il se déplaçait comme une sentinelle, vigilant, mesuré. Il portait désormais un collier bleu marine, orné d'un écusson personnalisé, gardien. C'était un cadeau de Sarah Kendrick, venu lors de l'inauguration 2 semaines plus tôt, retenant une émotion inhabituelle en remettant le permis définitif à Émilie. Sarah, toujours vêtue de ses vêtements pratiques et cachant toujours sa douceur derrière des phrases concises, murmura à Ranger, « Tu as tenu ta promesse. » Émilie regardait Ranger traverser la cour, la queue basse mais détendue. Au soleil, près de la vieille souche d'érable, reposait Aspen, le nom qu'ils avaient finalement choisi pour le chiot qui n'était plus une fragile boule de côte et de peur. Aspen s'était transformé en un jeune chien robuste, brun doré, aux yeux brillants et à l'énergie débordante. Son pelage avait légèrement foncé autour du museau, et il s'était mis à chasser les mites et à voler des chaussettes dans le panier à linge d'Émilie. Mais aujourd'hui, Aspen n'était pas seul. Blotti à ses côtés se trouvait un nouveau venu, un chiot gris et blanc tacheté, âgé d'environ 6 semaines, avec une patte arrière boiteuse et des yeux inquiets.
On l'avait trouvé 2 nuits plus tôt devant une aire de repos au bord de l'autoroute, attaché à une cage avec un mot sur lequel on pouvait lire « C'est trop pour nous ». Le chiot n'avait pas encore aboyé, pas encore joué, mais Aspen l'avait immédiatement adopté. Depuis le porche, Liam Torres, le jeune garde forestier qui avait pris Aspen sous son aile, s'appuyait contre la balustrade avec un sourire chaleureux. Liam avait 25 ans, mince et agile, avec des cheveux noirs bouclés qu'il ne peignait jamais et un visage bienveillant, toujours à la limite du sourire. Malgré sa voix douce, il se déplaçait avec une assurance tranquille. Fils d'immigrants du Nouveau-Mexique, Liam avait rejoint l'armée après s'être porté volontaire lors des évacuations suite aux inondations 2 ans plus tôt et s'était lié d'amitié avec Aspen dès le premier jour. Elle ne l'a pas quitté de toute la matinée, cria Liam à Emily, laissant même Aspen la pousser vers le bol d'eau. Emily traversa l'herbe et s'accroupit près des 2 chiots. Aspen avait légèrement étendu une patte sur le dos du nouveau chiot, un geste protecteur subtil et pourtant inimitable. Emily tendit lentement la main, passant ses doigts dans la fourrure emmêlée du chiot. Le chiot tressaillit, mais ne recula pas. « Elle ira bien », murmura Emily. Derrière eux, Ranger était assis à l'ombre, les yeux fixés sur la scène. Lorsqu'Aspen leva les yeux vers lui, quelque chose se passa entre eux, quelque chose de non dit, mais de concret. Ranger émit un grognement approbateur. Ce soir-là, après que les chiots eurent été nourris et que le calme se fut installé dans la cour sous un ciel étoilé, Emily sortit avec un thermos de thé. Elle trouva Ranger au bord de la cour, contemplant le champ où des cerfs erraient parfois au crépuscule. Elle s'assit à côté de lui en silence. « Sais-tu ce que tu as fait ?» demanda-t-elle doucement. « Tu lui as donné une chance, et maintenant il fait la même chose pour elle. » Ranger ne bougea pas, mais sa queue effleura le sol une fois. « Tu aurais pu abandonner, » ajouta-t-elle. « Dans la neige, dans cette cage, dans cette vie. Mais tu ne l'as pas fait. » Il tourna légèrement la tête, juste assez pour que leurs regards se croisent. Emily sourit. « Tu n'es pas seulement un tuteur. Tu es un enseignant. » Le vent tourna, emportant le faible aboiement d'Aspen bref et joueur suivi du léger bruit de pattes sur le gravier. Le nouveau chiot aboya une fois en retour. Emily resta debout, observant les 2 silhouettes filer à travers le clair de lune et les ombres, Aspen restant toujours à un pas derrière le plus petit chien, le poussant doucement lorsqu'elle ralentissait. Derrière elle, Ranger émit un grognement doux et satisfait, puis s'allongea lentement dans l'herbe, la tête sur les pattes, et ferma les yeux. Il n'était plus inquiet et il avait tenu sa promesse. Parfois, Dieu envoie des anges non pas avec des ailes, mais avec des pattes. Ranger ne parlait pas, mais il nous a tout appris sur la loyauté indéfectible, l'amour qui ne demande rien en retour et la force tranquille nécessaire pour protéger l'innocent dans la tempête la plus froide. Il est devenu un bouclier dans les moments les plus sombres, il est devenu une lumière. À travers lui, nous nous rappelons que même les plus brisés peuvent être choisis pour accomplir quelque chose de sacré. Peut-être vous êtes-vous senti perdu. Peut-être avez-vous été blessé. Mais comme Ranger, votre douleur peut mener au miracle d'autrui et parfois, celui qui sauve est aussi celui qui a été sauvé. Si vous croyez aux secondes chances, si vous croyez que Dieu œuvre encore à travers les humbles et les sans-voix, partagez cette histoire. Laissez un commentaire et dites-nous comment cela vous a touché, tapez « Amen » si vous croyez qu'il y a un but derrière chaque vie, même celle d'un chien. Abonnez-vous à notre chaîne Kindred Créatures pour nous aider à diffuser davantage d'histoires de grâce, de guérison et d'espoir et que Dieu bénisse chaque âme qui regarde ceci. Puissiez-vous trouver de la chaleur dans la tempête et de la lumière dans le silence.